Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast FAUV, la Fédération française des associations d'usagers de véhicules électriques. Ici, on parle mobilité électrique, retour d'expérience, association locale et actualité du VE. Alors installez-vous confortablement, bouclez votre ceinture et faisons ensemble quelques kilomètres décarbonés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous recevons trois personnes autour de la table. Pascal Grelier, qui est intervenu lors du dernier podcast, et de nouveau, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, Alexis de Bourgogne VE. Je te laisse te présenter, Alexis. Oui, donc Alexis, vice-président de Bourgogne VE. Roule en véhicule électrique depuis 2020 et j'en suis déjà à ma 5e voiture électrique depuis. Qu'est-ce que tu as eu Euh, comme voiture électrique jusqu'à j'ai présent? commencé par la fabuleuse Peugeot Ion. Très Une bonne très voiture. très belle expérience réellement. Bon, Magnifique. j'avais d'autres Ouais. voitures à côté, hein, forcément je voyageais pas avec. Et ensuite j'ai pris un gros risque 2 ans après, j'ai acheté une Mazda MX-30. Là c'était C'est du haut toi qui l'as niveau. acheté? Et ensuite, je suis parti sur les voitures plus conventionnelles, une Kona 64, une Kia EV6 en début de cette année et dernièrement une Ioniq 6. Et Très voilà, bien. je suis aussi vice-président de Bourgogne VE depuis pas très longtemps et je roule beaucoup en voiture électrique. Je suis un gros rouleur. Je fais entre 50 et 70 000 km par an et ça se fait très très bien en voiture électrique. Oui, comme quoi la voiture électrique n'est pas réservée qu'aux petits rouleurs ou aux petits trajets. Non, c'est mieux d'avoir une voiture qui charge vite, c'est tout. Tout à fait. Alors notre autre invité d'aujourd'hui, quelqu'un que je voulais faire parler depuis un certain temps, et on y arrive enfin. Il devait nous rejoindre pour le dernier podcast et il a eu un heureux contretemps, Un dira-t-on. heureux contretemps, ouais, tout à fait. Donc il nous fait le plaisir aujourd'hui d'être avec nous. C'est Loïc, Loïc qui est très connu au sein de la Fauve, qui est Fauve depuis très longtemps, Tout à fait. mais pas que Fauve. Je te laisse te présenter, Loïc. Donc, Loïc Monchalin, j'ai 49 ans, je roule en voiture électrique depuis 2020 et en moto électrique depuis 2022. Je suis vice-président de l'association des motards électriques et je suis heureux membre de Bourgogne VE également, qui est une de mes premières associations d'utilisateurs de véhicules électriques. J'en suis à ma 3e électrique. J'ai eu 2 ID3 et une MG4, donc j'étais très satisfait. Et que j'ai dû malheureusement me séparer, ou heureusement, parce que depuis le 1er septembre de cette année, je travaille désormais chez Alpine, à l'Alpine Store de Villefranche-sur-Saône. Donc, du coup, j'ai la chance d'avoir une belle A290 de fonction. J'en suis déjà à ma 3e. Donc, c'est l'avantage d'être dans le métier, c'est qu'on peut changer de voiture très, très souvent. Donc voilà, moi, je suis ancien champion de motocross dans les années 90. Donc, je viens d'une famille, en fait, où les sports mécaniques, la moto, notamment, sont très, 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 très présents. Et on va dire que j'ai mis les doigts dans la prise en 2020 avec cette première voiture électrique. Et depuis, en fait, j'ai découvert tout l'écosystème électrique, que ce soit les voitures, les motos, mais aussi les véhicules utilitaires, les camions, et tout l'écosystème à la fois de recharge, panneaux photovoltaïques, possibilité de V2G, et tout ça me passionne au quotidien. Voilà. Très bien. Alors justement, moi, si je tenais à t'avoir autour de la table, c'était alors pour parler Alpine, mais on en parlera un peu tout à l'heure, mais aussi et surtout moto électrique, parce que je trouve qu'on en parle assez peu finalement. Tout On à les fait. connaît assez peu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Qu'est-ce que ça change de rouler en moto électrique, les sensations, l'accélération? En plus, tu viens d'un domaine un peu sportif quand même, donc Tout à fait. Tout, raconte-nous ça un peu. tout à fait. Donc moi, j'ai craqué en 2022 pour une Energica Eva Rebelle qui faisait quand même 150 chevaux.
Donc c'est une véritable bombe en fait, hein. Un moteur électrique sur une moto, c'est juste extraordinaire en termes de sensations. C'est juste de fabuleux. C'est grâce à notre ami Jérémy Noireau que j'ai découvert ces véhicules. Et du coup, pour faire des plus longs trajets, j'ai aussi craqué pour la fameuse Energica Xperia, qui est plus un trail en fait. Donc une position beaucoup plus pratique. Pour la petite info, ces véhicules sont équipés de combo CCS, donc ça veut dire que je peux me charger sur toutes les bornes équipées de combo CCS, qui sont la majorité des bornes à haute puissance aujourd'hui. Donc en fait, les grands trajets peuvent se faire sans aucune difficulté avec ces motos. Et c'est surtout le fait de ne pas avoir de vitesse à changer, d'avoir toujours cette puissance immédiate qui est pour moi juste incroyable. C'est ça, moi, qui m'a fait passer à l'électrique aussi, c'est que les performances sont juste folles et surtout, il n'y a pas ce fameux creux qu'on a sur n'importe quel moteur thermique qui sont super chiants en fait. Une fois on a oublié ça, après, on se dit, mais en fait, pourquoi ça accélère pas d'un coup comme une électrique? Voilà. C'est pour ça. Et, et en termes d'autonomie, alors du coup, c'est restrictif par rapport à l'équivalent thermique? Alors, ça dépend, on va dire, beaucoup comment on roule, hein, parce que comme c'est des voitures, des motos très puissantes, du coup, on peut aller très vite. Donc, il faut faire attention aussi à la fois à son permis et puis à la sécurité. Donc, rythme rapide, on va quand même vider la batterie relativement rapidement. Mais on va dire que sur un rythme, on va dire limite autorisé, on a les mêmes autonomies, hein. Surtout sur le trail, on peut aller largement faire 250 km sans aucun problème. Je dirais que l'autonomie, c'est plutôt le pilote que la moto. Ouais. Hmm. J'ai fait un Modène Lyon. Je crois qu'il y avait 700 km. C'était fatigant. J'étais très content de m'arrêter, en fait. Et ça aurait été la Ouais, même chose en thermique, hein, de toute façon. ouais, je pense que les motards peuvent comprendre tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant des autres motards, la moto, c'est un milieu de passionnés essentiellement. Généralement, on vient à la moto en étant passionné, Oui, contrairement à la voiture. oui. Comment est perçue la moto électrique dans le milieu de la moto? Alors, on va dire que tant que quand on se croise, il n'y a pas de problème en fait, parce qu'on ne voit pas qu'on est en électrique, donc tout va bien. Mais par contre, c'est vrai que en discussion, on va dire qu'on arrive très très vite à un clash, hein, quand même, avec les motards thermiques qui supportent pas. En fait, pour eux, c'est vraiment pas une moto, hein, alors que bon, on va dire que c'est juste la, le moteur et la carburation, on va dire, qui sont différentes, mais sinon, ça reste une moto équivalente. Il y a beaucoup de préjugés, je trouve, chez les motards, mais aussi de curiosité, paradoxalement. Donc, on a beaucoup de. Quand on s'arrête, par exemple, à des stations de recharge, tout de suite, on a quand même des curieux qui viennent voir. Et quand on se retrouve en moto, ben, voilà, c'est toujours la question de l'autonomie en premier, hein, généralement. Mais comme c'est des personnes qui, en fait, n'ont jamais essayé, c'est un petit peu comme la voiture il y a 10 ans, hein, c'est-à-dire que c'est nouveau, donc forcément, on rejette assez facilement. Mais je pense que je mets n'importe quel motard vraiment anti-électrique sur une moto, sur une de mes motos, je pense qu'il ressort forcément avec la banane. Et selon toi, est-ce que les ventes enfin, de motos électriques, hein, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, je Non, il y a pense. surtout des On voit 125 pas en fait. Le beaucoup sur gros la du route. marché, le gros du marché, c'est 50 et 125. Ça permet surtout en fait d'avoir accès à des motos qui sont très performantes avec le permis 125, donc le permis voiture en gros avec la formation de 8 heures. Donc ça c'est très intéressant. Après les grosses motos électriques, on a Honda là qui nous sort une nouveauté qui a été présentée au salon de l'ECMA en Italie. On voit qu'en termes de performance et de recharge, enfin, c'est pas terrible, quoi. Ils annoncent une autonomie, je crois, de 160 km, je crois. Bon, c'est pas top. Comme toujours, nos amis japonais, j'ai l'impression qu'ils font de l'électrique pour dégoûter les gens de l'électrique, en fait. C'est un peu Et ça, j'ai l'impression que c'est ça leur motivation première.
Alors que Energica, à l'opposé, on a de la recharge rapide, on a de l'autonomie, on a de la performance. Et BMW qui avait sorti des choses intéressantes. Je dirais que ce serait plutôt Livewire, ex Harley Davidson, qui propose la One et puis les autres modèles plus typés un peu moins sport. Mais BMW, son patron a dit qu'il n'y avait aucun marché pour une moto à 30 000 euros, donc il se concentre plutôt sur tout ce qui est scooter. Et pour info, je crois qu'ils vont ressortir le fameux, vous savez, le scooter avec le toit au-dessus là. Le C1. Le C1, non, c'était Voilà. ça. Ouais. Et ben écoute, il devrait normalement ressortir en électrique. Non, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Donc ça, c'est effectivement une bonne idée. Mais le marché de la moto est très conservateur. S'il y a forcément une marque qui, moi, me touche beaucoup, c'est la marque Stark Varg. Enfin, Stark Future, exactement, qui sort la Stark Varg en super motard. Donc, en fait, à la base, c'était une moto de cross, avec laquelle, d'ailleurs, j'ai fait une compétition de moto il y a 2 ans de ça. Donc, ça, c'était super rigolo. Et ils viennent de sortir, en fait, une super motard, donc une moto de cross avec des jantes pneus route, homologuées sur la route. Et ça fait une moto qui est juste extraordinaire. Parce que ça permet vraiment pour un budget, on va dire, entre guillemets, raisonnable, parce que de mémoire, je crois qu'on est à 13 000 euros la moto. Ça permet d'avoir une moto d'une performance qui peut aller jusqu'à 80 chevaux, et puis en super motard et utilisable sur la route. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la vraie nouveauté du moment. Bien, merci Loïc pour ce tour d'horizon là, de la moto. Avec plaisir. Sans doute qu'on reviendra sur le sujet lors de prochains épisodes. Moi, j'aimerais vous poser une question à vous là, puisqu'on parle pas mal de 2035 en ce moment. 2035, c'est dans 10 ans. Alors, en dehors de la réglementation, on va dire, qui va imposer ou pas le véhicule électrique, en dehors de tout ça, plutôt sur le terme de la technologie et des équipements, où est-ce qu'on en sera dans 10 ans selon vous? Justement, Alexis, toi qui roulais comme moi en Ion, on sait ce que c'était la voiture électrique il y a 10 ans. Pour toi, ça va être quoi dans 10 ans, la voiture électrique? La voiture ou le véhicule électrique, hein, pour être plus global. Dans 10 ans, la voiture électrique, une autonomie de 500 km, ce sera la base, je pense. Et on aura des voitures qui auront des autonomies qui dépasseront les 1000 km. Et je pense qu'il n'y aura plus que de la charge ultra rapide. Ça permettra de désengorger un peu la recharge, dans le sens où les voitures, au lieu de s'arrêter pendant en moyenne 25 à 30 minutes, s'arrêteront pour des petites recharges 5 minutes et des grosses recharges 15 minutes. Et du coup, ça résoudra un peu le problème des départs en vacances. Enfin, ça l'améliorera plutôt, parce que on voit dans les stations-service sur autoroute qu'il y a encore des queues aux stations-service pour mettre de l'essence ou du diesel. Donc ça changera jamais. Après, et puis je pense que cet ultimatum de 2035, si on veut que les choses bougent, il faut forcément qu'il y ait quelque chose au bout pour nous faire avancer. Et j'ai l'impression que les gens, en tout cas en France, commencent de plus en plus à s'intéresser à la voiture électrique. D'expérience, j'ai des personnes de ma famille qui sont très anti-EVE, très anti tout ce genre de choses, et ils sont tous en train de parler d'acheter un VE. Très C'est bien. un bon signe. Bon, ils ont les moyens d'en acheter, mais il y a encore cette petite barrière qui est pas encore, qui avance un petit peu. C'est une barrière un peu, elle est plus, enfin, elle reste ancrée dans l'esprit des gens, mais bon, dans la réalité, cette barrière, elle s'efface quand même, elle se lève. De plus en plus. Pas dans le sens, si on veut une voiture qui charge vite et qui a une bonne autonomie, on n'aura pas de voiture à moins de 20 000 euros qui font ça. Ce sera des citadines à moins de 20 000 euros pour l'instant. Oui. Oui. Mais il y aura le marché de l'occasion qui se sera étoffé quand même. Évidemment. Ouais. Beaucoup. Peut-être que Pascal, ton modèle Y, dans 10 ans, sera sur le marché de l'occasion à un bon prix. Sans doute avant, oui. Et alors, on pourrait aussi dire qu'il n'y a pas de grande routière à moins de 20 000 euros non plus, en essence ou en diesel. Hein. Ah oui, ça c'est sûr.
Alors, Oui, mais on va nous ressortir que la Peugeot 108, si on veut faire 500 km avec en 8 heures, c'est faisable, voire en moins même, en 4 heures. Alors ouais, qu'une ouais, thermique, une électrique à moins de 20 000, on peut pas trop faire ça. alors, en ce qui me concerne, mais à cause de mon âge, pour faire ça, moi, il me faut des couches, hein, mais bon, chacun son truc. Moi, j'ai l'expérience du coup avec la Oui, Loïc. 290 qui est vraiment tout sauf une routière, hein, vous imaginez bien. On est plutôt dans la citadine, mais j'ai voulu la tester sur un Lyon-Biarritz, 750 km. Eh bien, écoutez, en roulant à 110, moi j'ai fait des étapes à peu près de 1h45 et j'avais 30 minutes de recharge à chaque fois. Donc effectivement, en thermique, je serais allé beaucoup plus vite, mais n'empêche que c'est possible. Après, c'est pas l'outil idéal, mais j'ai mis 10 heures pour faire les 750 km. En thermique, peut-être que j'en aurais mis 8 éventuellement. Et si j'avais eu une voiture électrique avec une grosse batterie, je pense que j'en aurais mis peut-être 8 aussi, hein, je pense, parce que ça correspond aux arrêts indispensables. Pour revenir Oui, sur le sujet du dans 10 ans, euh, quand on voit effectivement ce que tu disais, Christophe, c'est ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, et on est au début, donc il va y avoir des changements importants. Alexis l'a dit sur le fait que les voitures électriques ont beaucoup plus d'autonomie, ce qui veut dire que pour les gros rouleurs comme toi, Alexis, ça posera beaucoup moins de problèmes, parce que ça ira plus loin et ça rechargera plus vite. Euh, les prix euh, vont encore baisser. On est Mm. aujourd'hui à la quasi-parité entre les électriques et les thermiques Équipement à équivalent. offre équivalente, hein, Ouais, on va dire. ouais, il faut À bien comparer. offre équivalente, hein. Mm, mm, mm. Donc, dans 10 ans, les électriques seront, moi, je pense que dans 10 ans, les électriques seront moins chers que toutes les thermiques Ah oui, à prestation équivalente, parce que les prix même des avant. batteries continuent à baisser. même Et puis, avant. il y a un autre aspect, euh, peut-être qui est pas forcément, enfin, qui est comme, malgré tout lié à l'électrique, c'est la progression et le développement de la conduite autonome. C'est-à-dire qu'on va avoir des voitures, en particulier des taxis autonomes, de plus en plus. C'est-à-dire que dans les villes, les voitures seront autonomes. Après, on pourra, sur les plus grands trajets, mais je pense qu'il va y avoir une vraie révolution de ce côté-là sur les modalités de transport, où de plus en plus on va avoir des véhicules autonomes. Ça va pas dans le sens de la tradition, mais les aspects économiques de coût de possession d'une voiture, avec les voitures électriques autonomes, vont être Rabattu. Mm. complètement le paradigme va changer complètement avec l'avènement de voitures électriques autonomes où au lieu de payer 3 000 ou 4 000 euros par an pour avoir une voiture, si ça coûte 1 500 euros d'avoir la même prestation avec une voiture autonome, la question va se poser assez vite. Et les Ouais. études que j'ai pu voir, hein, euh, montre que dans le contexte actuel, dans la continuité de ce qui est aujourd'hui, on sera à 80-90% de voitures électriques, de vente de voitures électriques neuves en 2035. Très bien. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, une innovation que j'aimerais voir se développer, c'est l'induction. Alors, peut-être plus en ville que sur autoroute, quoique. Pour moi, ça serait vraiment un vrai plus, notamment au feu. Le fait d'avoir une possibilité de recharge sur les feux ou en roulant sur l'autoroute, un petit peu à la méthode de la Formule I. Je ne sais pas si vous avez vu comment ils rechargent des fois avec des zones en fait où ils rechargent. Ça, pour moi, ça serait vraiment un plus. Mais même s'il on a toutes ces évolutions technologiques, la vessie des êtres humains ne changera jamais. Enfin, je ne pense pas. Et il faudra quand même, malgré tout, toujours s'arrêter, même si on a une voiture électrique autonome, la pause pipi sera toujours nécessaire.
Donc, les Ouais. batteries pour faire 1000 km, peut-être que je ne suis pas aussi si certain de ça par rapport à ce qu'a dit Alexis. Surtout avec les quantités de matériaux nécessaires pour faire ces batteries. Je pense que la vitesse de recharge sera plus, parce que 1000 km, le problème, c'est que ça va faire un poids énorme, même si on va gagner en capacité énergétique des cellules. Donc, moi, je vois bien l'induction. Je vois bien l'induction se développer. Ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, on pourra faire de très grandes distances sans être freiné par l'autonomie, que ce soit par la taille de la batterie ou l'induction. J'avoue, je ne sais pas trop. L'induction, il y a un test pas loin de chez moi sur la 10, Oui. mais c'est quand même un coût qui est très très cher en termes d'infrastructure. Il y a la question de comment on paye aussi. Ça, c'est une question Oui. à laquelle on n'a pas réponse parce que tu te pointes sur l'autoroute. Bon, ils sauront te prélever sans doute, mais à quel prix? Et après, en termes de taille de batterie, je crois que c'est NIO qui a annoncé renoncer à la batterie de 1000 Oui, km justement tout à fait. parce que coûteuse et qu'en fait les gens ne l'achètent pas au final. Ouais, ne la loue pas même, parce qu'il la loue, c'est Et souvent. ne la louent pas Mmh. effectivement. Donc Mmh. peut-être que les gens auront fini par comprendre que effectivement avoir un véhicule avec 1000 km d'autonomie, ça sert pas à grand chose. Non. Mais Idéologiquement, c'est compliqué. peut-être que la technologie le permettra et permettra aux derniers indécis de franchir le pas. On verra. Oui. Et puis, Possible. alors, sur cet aspect-là, moi, il y a, pour arriver à ce qu'on vient de dire, à savoir 90 ou 100% des nouvelles voitures en 2035 qui soient électriques, il y a aussi un certain nombre de choses à faire côté infrastructure et infrastructure de recharge. Pour moi, un des gros enjeux du développement de voitures électriques, ça va être la recharge pour les gens qui ne peuvent pas charger chez eux. Et ça peut passer par l'induction, c'est-à-dire qu'on peut imaginer dans les villes Les que parkings. le long sur les parkings ou même sur le stationnement dans la rue, Oui. ça soit équipé de systèmes de recharge par induction, c'est-à-dire qu'on met la voiture la nuit et on recharge. Et là, le problème de paiement de la recharge est résolu puisqu'on sait identifier les véhicules. Oui. Donc ça, je pense que ça va être un des développements à faire. Et nous, Fauve, on a aussi pour rôle de travailler avec les instances, que ce soit les syndicats les syndicats d'énergie dans les départements, etc., pour Ouais. pousser dans cette direction-là. Il y en a qui ont déjà démarré la réflexion de ce côté-là. Et puis l'autre chose, je pense qu'il faut bien comprendre aussi que même si on est à 100% de véhicules neufs vendus en 2035, on n'aura que 25% du parc, entre 25 et 30% du parc français qui sera électrifié. Et Donc oui. il restera encore 65 à 70% du parc à électrifier. Donc on en a jusqu'en 2050 à avoir des pollueuses sur la route. C'est pour ça que moi, je trouve que une des formules de promotion, entre guillemets, de la mobilité électrique, des aides, pardon, c'était la prime à la conversion. Pour moi, ça n'aurait jamais dû être arrêté. Parce que c'était une vraie façon relativement douce et vertueuse de supprimer tous les vieilles voitures, les vieux diesels que nous croisons tous les jours sur nos routes, qui aujourd'hui pullulent, comme on le sait. Ouais, peut-être effectivement. Hein, Ouais. qu'en pensez-vous? Prime à la conversion, pour moi, c'était vraiment bien. De toute façon, les gens remplacent forcément leur voiture à un moment donné, donc je pense que le moment opportun, ils se poseront la question de l'électrique ou pas. Mais comme on dit, qui vivra verra. Je vous propose de passer à l'actualité du VE. C'est une section qui revient sur le podcast qu'on affectionne. Alexis, tu voulais nous parler des berlines qu'on ne verrait pas en France. Je trouvais ça Oui, intéressant. effectivement. Ouais. Jusqu'à présent, il y avait en gros deux berlines électriques. La plus connue, la Tesla Model 3, et la précurseur dans le monde des berlines électriques avec de l'autonomie, même s'il y a eu avant la Ioniq 28 et la Ioniq 38.
Et il y avait la Ioniq 6, dont je suis possesseur d'un modèle de 2024. Mais il y a un nouveau modèle qui a été annoncé et qui a fait pas mal d'améliorations à la fois niveau esthétique, niveau efficience et niveau batterie. Et ce modèle ne sera pas vendu en France. Pas vendu en France probablement parce que les constructeurs ont du mal à vendre des berlines électriques en France, à part Tesla. Et du coup, on a cette Ioniq 6 qui va pas sortir. On a chez MG la IM5. Je vérifie le nom. Désolé pour la coupure. Oui, la MG IM5 qui est une berline assez grande, d'un peu plus de 4,90 m, avec une très grosse batterie, 100 kWh brut, et 706 km d'autonomie, qui est assez réussi esthétiquement. On a la très connue Xiaomi SU7, qui est avec une batterie de 94 kWh, promet 830 km. Et ensuite, on a les Xpeng, la P7 Plus et la P7 2026, je ne sais pas quel est son nom, qui a une esthétique différente, et qui toutes les deux, avec des batteries de 75 kWh, promettent 630 km. Et c'est des voitures qui toutes ont des charges très rapides. Elles ont des charges qui vont le 10 à 80%, entre 12 minutes pour la plus rapide et 17 minutes pour la plus lente. Donc pour les gens comme moi qui roulent beaucoup, c'est les voitures idéales en fait. Hein. Après, tu as la Mazda i6 aussi qui est disponible maintenant. Oui, c'est vrai. Mais par contre, elle n'a pas une autonomie extraordinaire. Et celle qui a une grosse batterie recharge très très lentement. Ah oui, ça c'est vrai qu'ils ont réussi à faire l'inverse, les Japonais, c'est bien. Voilà. Et puis ça reste du 400 volts. Ouais. Là, j'ai oublié de dire, je parlais que des voitures qui ont une batterie 800 volts. D'accord. La Xpeng ne prévoit pas du tout de berline là en France? Si, la P7 Plus, oui. il devrait lancer des commandes en janvier pour des livraisons courant printemps. Les Xpeng ont des petits défauts pour moi. D'abord, c'est des voitures qui sont en général pas très efficientes, même si là, ils promettent des améliorations. Et puis, il y a des petits choix. Il n'y a pas de frunk. Dernièrement, il n'y a pas de boîte à gants. Il y en aura probablement une dans la P7 Plus. Ah oui. C'est quand même un peu embêtant, pas boîte à gants, je trouve. Mmh. Et puis moi, j'aime bien avoir l'affichage tête haute qu'il n'y a pas dans les Tesla, mais qui n'existe pas sur la P7 Plus. Après, et puis c'est des voitures aussi, Tesla, ils ont le truc fabuleux que n'ont pas les autres marques, c'est pas de révision. Donc quand on roule beaucoup et qu'on a une voiture, une Xpeng, et tous les 20 000 km, donc 3 ou 4 fois par an, il fallait faire réviser sa voiture. C'est un peu gênant quand même. Ah oui, quand même. Ouais. C'est moins gênant chez Hyundai Kia où c'est tous les 30 000 km, je crois. Oui, c'est ça. Donc j'y vais que 2 fois par an. Mais ça reste, par rapport à une Tesla Model 3, avoir toutes ces étapes de révision obligatoires et injustifiées, c'est un peu frustrant. Et oui, il y a un réseau, je pense, à faire vivre. Oui, c'est ça. Un modèle économique, en fait, qui est basé sur le fait qu'il faut faire vivre le réseau et amener des véhicules au garage. Au garage, ouais, voilà, ouais. Alors, en berline, moi, il y a enfin, officiellement, hein, je crois, tu me diras Loïc si je me trompe, mais l'A390 est un SUV, mais le style... Non, c'est un sport fastback, s'il te plaît. Ne parle pas de SUV parce que c'est le meilleur des deux mondes entre la berline et le SUV. Donc, voilà pourquoi on a une bonne transition. On n'est pas sur un SUV, on n'est pas tout à fait sur une berline, mais comme tu dis, c'est peut-être le meilleur des deux mondes. Entre les deux. Tu vas nous parler de la 390. Eh ben, pour te dire, elle est 2 cm plus haute qu'une A290. Pour donner un petit peu un ordre d'idée au niveau de la hauteur. Donc, tu vois, on est sur un véhicule qui va être extrêmement bas, extrêmement profilé, et que je vais avoir la chance d'essayer en avant-première pas plus tard que dans 2 jours. Parce que je vais en formation à Nice pour l'essayer. Et en termes d'esthétique, en tous les cas, pour faire aimer l'électrique, je pense que là, on a un produit qui est juste dément. En plus, on a la chance qu'il soit fabriqué en France, à Dieppe, au son des mouettes. Donc ça aussi, c'est un vrai plus, notamment pour les entreprises qui ont besoin de véhicules électriques qui sont éco-scorés.
Et en termes de dynamisme et de performance, je pourrais vous en dire un peu plus la prochaine fois, parce que je ne l'ai pas essayé. Mais en tous les cas, la vectorisation de la puissance grâce aux 2 moteurs arrière devrait permettre un dynamisme qui devrait être juste extraordinaire. Donc, je suis très, très impatient de la tester. Et en plus, on a un grand coffre, on a de la place à l'intérieur, on a une belle qualité T'as les de chiffres du coffre là, en fabrication. tête ou pas? Pardon? T'as les chiffres de la taille du coffre en tête ou Ouais, pas? 530 litres. D'accord. Et C'est pas surtout, il plus est mal. bien pour les golfeurs qui nous écoutent. S'il y en a, il est bien creusé de chaque côté. Donc, il est vraiment D'accord. prévu pour pouvoir enfiler un sac de golf sans enlever les clubs. Et ça, c'est un vrai plus. En plus du fait que ça agrandit l'espace du coffre. Donc, et je le trouve juste magnifique. Même si je travaille pas chez Alpine, je dirais la même chose. Non, c'est vrai qu'elle elle est- Elle a vraiment une on gueule est tous démente. très, on a tous hâte de la voir sur la route et éventuellement de pouvoir l'essayer un jour. Je devrais normalement la tester pour les 24 heures en VE. Alors, je ne ferai pas les 24 heures, moi, à titre perso, je ferai les 1000 km. Et je me suis inscrit du coup avec la 390 pour pouvoir voir en 1000 km, le challenge 1000 km avec Bourgogne VE. Je crois qu'il doit rester quelques places, non, Alexis, pour le challenge? C'est ça? Oui, oui, c'était peut-être la petite occasion de parler un peu des défis en VE de l'année 2026 qui auront lieu le dernier week-end du mois de mai 2026 à Montchalin, Mhm. dans le sud de la Bourgogne. Et donc, il y aura un défi 24 heures en VE qui partira le vendredi soir. Et les gens partiront à quelques minutes d'intervalle. Ils arriveront tous 24 heures après, le samedi soir. Mhm. Et les 1000 km en VE, ce sera un départ le matin, il me 8 heures. semble, vers 8 heures, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et un retour au plus tard à 20 heures. C'est ça. C'est-à-dire que pour les voitures, ceux qui n'auront pas fait 1000 km, il y aura un classement par rapport au nombre de kilomètres qu'ils ont réussi à faire dans ces 12 heures. Et c'est ouvert aussi aux motards électriques. Tout à fait. Et les moteurs électriques, eux, auront une durée plus longue. Ils pourront aller jusqu'à 16 heures. Mm. Imagine Loïc 16 heures dans la même journée. Ouais, non, moi, Sensationnel. là, je laisse Jérémy Noireau faire ce genre de défi. Moi, je préfère avoir 4 roues là, dans ces cas-là. Et puis après, à l'arrivée, il y aura la remise des prix, bien sûr. Et puis il y aura des food trucks. Il y aura probablement un light show avec des Tesla. Et il y aura certainement une très très bonne soirée et un brunch le lendemain matin. C'est Et ça. donc il reste encore des places pour s'inscrire, hein. On est déjà autant d'inscrits que ce qu'on était au défi de l'année 2025. Ah, bien. Et là, le défi étant dans 7 mois, il y a encore du temps. Et on fait un petit Très bien. coucou, bien Alors, sûr, à notre ami Electric Vince, qui est l'initiateur de Tout à fait. tout à fait. cet événement. Et de Et, José et, et, Ramos et aussi. on pense très fort à Vince. On espère qu'il sera des nôtres pour le prochain épisode. On Ah, parlera encore l'appel est plus du lancé. défi. Voilà. 24 ans en VE. Super. Si on en revient à l'actualité, alors, moi je voulais parler d'un véhicule un tout petit peu plus petit que l'Alpine, la Renault Twingo, qui fait Magnifique. son retour, j'ai envie de dire. Elle a été présentée là le 6 novembre, enfin Mm. révélée le 6 novembre. Super. Pour ceux qui l'ont pas vu, hein, c'est la version 2026 de la Twingo 1, la grenouille comme on Oui, l'appelait. c'est ça. Avec ses phares ronds, sa petite bouille, son profilé d'origine, hein, presque. Hein, je pense Quasi. qu'on Ouais. pourrait Mm. presque faire rentrer la Twingo 1 dans celle-ci, parce qu'elle a dû grossir un peu quand même. Légèrement. Mais voilà, alors, Elle est super intéressante. on la reconnaît bien. Ouais. Ils ont même repris Des l'entrée fausses d'air là entrées sur le d'air. capot là, qui était les fausses entrées d'air. Donc cette fois-ci c'est une fausse, mais à l'époque c'était une vraie. Mm. Ils ont repris également les sièges Coulissant. coulissants à l'arrière pour gagner à la fois de la place aux jambes quand on n'a pas besoin de coffre et gagner du coffre quand on n'a pas besoin d'embarquer des passagers. C'est ça. Donc petite citadine à moins de 20 000 euros hors bonus. Hors bonus. Hors bonus. Ouais. Donc voilà, on commence à voir arriver des voitures dans cette gamme de prix.
Autonomie 263 km avec une batterie de une trentaine de kilowattheures, il me semble. 27, ouais. Non, c'est pas 27, c'est 37. 27 ou 28, ouais. 27. Ouais, 27, ouais. Ouais, t'as raison, 27. Ouais. Alors, petit bémol malgré tout, hein, le CCS devrait être en option. Ouais, mais ça, c'est vraiment à. J'irai voir mes collègues de chez Renault, je leur dirai, vous le mettez direct, ça. Donc voilà. C'est une option indispensable, quoi. Ouais, moi je trouve ça dommage, effectivement. Alors on peut comprendre l'économie, on peut comprendre ceux qui vont l'utiliser. Effectivement, cette voiture-là, elle servira que autour de la maison, mais malgré tout, ça peut être appréciable de temps en temps d'avoir la possibilité de faire un plus long trajet. Oui, moi, il ne faut pas oublier la deuxième et la troisième vie de la voiture. C'est ça. Tout à fait. Cette voiture-là, elle n'est pas faite que pour le premier acheteur. Elle a effectivement une deuxième, troisième vie, quatrième vie. Il faut penser à ça. Complètement. Et je veux dire, on a vu des gens partir en vacances en Twingo, hein, et faire 400, 500 km dans les premières versions des Twingo, qui était une voiture en deuxième main pour éventuellement pour les jeunes, où on part en virée. Ouais. Et je trouve que oui, je suis complètement d'accord avec toi. Le CCS est absolument indispensable. Absolument indispensable. C'est dommage qu'il n'ait pas mis. Bon, alors déjà la bonne nouvelle, je trouve, c'est qu'il soit en option. Oui, il est disponible. Oui. Il est disponible, donc ça c'est important. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas à 20 000, on sera un peu plus, mais ça reste. C'est 600 €, je crois, l'option, non, c'est pas ça? Je trouve qu'il frappe. Oui, c'est effectivement c'est 600 ou 700 € l'option, oui, dans ces eaux-là. Donc il y a un vrai. Moi, je trouve que c'est un vrai coup de cœur. Nous à la maison, on a on a deux VE, on a une modèle Y et puis on a un Hyundai Inster. L'Inster est une voiture qui est très très sympa. Ma compagne me dit bon, tu me laisses conduire maintenant parce que ça va, c'est ma voiture. C'est vraiment, moi je trouve, en entrée de gamme, c'est une voiture qui vaut 25 000 €, qu'on peut avoir à moins de 200 € en LOA. Et à ce prix-là, on a les aides à la conduite, j'espère qu'on aura des choses un peu équivalentes sur la Twingo, mais à ce prix-là, on a le régulateur adaptatif et le maintien dans la voie. Je pense qu'elle l'aura. Et avec 350 km d'autonomie sur la plus petite batterie. Donc non, ces petites voitures-là ont une vraie place et on a hâte qu'il y en ait de plus en plus, quoi. Sachant que sur cette même plateforme de Twingo, on va avoir un équivalent Dacia. Oui, c'est vrai. Ouais. Je n'ai pas entendu ça. Donc là, ça va être, pour remplacer la Spring. D'ailleurs, le nom Spring ne sera pas repris pour pas déteindre sur la nouvelle, mais on aura une équivalent Twingo chez Dacia. Ouais, c'est prévu. Et ça va être super parce que du coup, elle va être encore moins chère. Elle va être encore moins chère, donc elle va être super. Ouais, tout à fait. Effectivement, on devrait être à la Spring aujourd'hui. Hein, je crois qu'elle était à 18 000 par là. Ouais. Oui. Donc ça présage un bon futur pour des petites voitures qui sont toutes sympas pour le quotidien. Voilà. Alors pour finir sur l'actualité, Pascal n'est pas encore intervenu et c'est moi qui ai voulu lui imposer une actualité parce que c'est monsieur mythes et légendes du VE. Pour rappel, hein, il a bossé ardemment sur la nouvelle version de notre e-book. Oui. Et je voulais un peu le confronter à la réalité, Pascal. Chez nous, là, en région parisienne, on a commencé à avoir des températures négatives et il paraît que le VE, il y a moins d'autonomie en hiver. Bah oui, bien sûr qu'il y a moins d'autonomie en hiver, comme toutes les voitures d'ailleurs, pas que les électriques. Avec le froid, les voitures perdent en autonomie. Les voitures électriques, bien sûr, et plus que les voitures à essence. Mais sur les voitures à essence, en hiver, avec des températures basses, on perd entre 10 et 15% d'autonomie déjà. D'accord. Oui,
parce que d'abord l'air est plus dense, Et oui. donc on consomme plus. Parce que la voiture, il faut la chauffer, donc ça consomme aussi malgré tout plus d'énergie. Et puis, alors, c'est d'autant plus vrai sur les petits parcours, sur les petits trajets. Le rendement d'un moteur thermique, il est très mauvais quand le moteur est froid. C'est-à-dire qu'on parle toujours des rendements des moteurs à essence qui sont à 25-30%, ce qui est déjà pas beaucoup. Max. Mais lorsque le moteur est froid, c'est encore pire. Donc, ce qu'il faut voir sur un petit trajet, c'est-à-dire qu'en hiver, la plupart des trajets, le trajet moyen, on sait, il est entre 15 et 20 km par jour. Oui. Enfin, ou 15 et 20 km, pas par jour, mais 15 et 20 km. En 15 km, un moteur de voiture à essence, il a à peine le temps de chauffer. Ouais. Donc, il ne s'agit pas de dire que les voitures électriques ne perdent pas d'autonomie. Oui, elles perdent de l'autonomie, mais pas tant que ça. Il y a un essai qui a été fait en Norvège qui montre que sur 20 voitures électriques, en Norvège, ils étaient autour de 0 degré en température. En moyenne, les voitures perdaient 20% d'autonomie par rapport à une conduite à 20 ou 25 degrés. Alors, c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'il y en a qui vont être à 15 et il y en a qui vont être à 30% de perte d'autonomie. Une des raisons de perte d'autonomie aussi, c'est le chauffage, bien sûr. Et c'est là qu'on voit que les voitures électriques qui sont équipées d'une pompe à chaleur vont être beaucoup mieux, vont avoir un bien meilleur résultat en hiver par rapport à un chauffage ou juste des résistances électriques comme un convecteur dans la maison. Tout à fait. Et donc c'est un élément à prendre en compte si on est dans une région où il fait froid assez souvent. Moi, je suis en Normandie, donc ça va, c'est rare qu'on ait des températures inférieures à 0, mais je pense aux gens qui vivent en montagne ou dans l'Est, je pense que c'est important de penser à cet aspect-là et de se dire pompe à chaleur, c'est pas une mauvaise idée, et ça améliorera nettement l'autonomie dans les périodes hivernales. Donc voilà, il y a une perte d'autonomie. Elle peut être estimée à de l'ordre de 20% par rapport à une conduite en été. Je vais peut-être citer, il y a une référence. Il y a un site qui s'appelle EV Database, qui est en anglais, mais il est très accessible et qui donne des résultats d'autonomie dans les différentes conditions, que ce soit en ville, sur route, sur autoroute, et en été ou en hiver. Et c'est une excellente référence si on veut comparer des véhicules. Ils sont très rigoureux et c'est assez précis. Donc oui, on perd de l'autonomie. Et à ce propos-là, je voulais quand même donner quelques recommandations du coup pour améliorer un petit peu l'autonomie. Alors pour les gros rouleurs comme Alexis, je sais que en hiver, si on a un peu moins d'autonomie, on roule un peu moins vite sur l'autoroute. Si on se met à 120 au lieu de 130, on va perdre un petit peu de temps, mais on va finalement, ce temps-là, on va le rattraper sur le fait qu'on peut aller plus loin. Je ne sais pas quelle est ton expérience, Alexis, là-dessus. Mon expérience va pas être sur la vitesse. Plus on roule vite, en général, plus on va quand même gagner du temps, même avec une électrique. Sauf que le problème, ça va être le préconditionnement en hiver. D'accord. Qui, sur le type de voiture que j'ai, pas facile à utiliser et qui consomme énormément d'énergie. Oui. Ah ouais. Ouais. En gros, si je roule péton pendant 250 km, donc ça va m'indiquer que j'arrive, je sais pas, mettons à 30% de batterie, et je lance le préconditionnement, et je perds 5%, j'arrive à 25. C'est quand même énorme pour une demi-heure de fonctionnement. Potentiellement, tu vas charger plus vite, donc l'un dans l'autre, ça peut. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. En temps, ouais. Mais c'est pour rentrer dans ce que disait Pascal, qu'effectivement, l'hiver, du coup, on a une consommation supérieure. Et d'ailleurs, en termes de préconditionnement, il y a aussi le préconditionnement de l'habitacle. Ce qui prend de l'énergie, c'est de mettre à température l'habitacle. Donc ça, on peut le faire en étant branché à la maison. Tout à Exactement, ouais. Et avant de partir, je préconditionne aussi, ça préchauffe la batterie aussi. C'est juste que chez Hyundai Kia, il faut le lancer plusieurs fois si on veut chauffer suffisamment la batterie. Il s'arrête systématiquement au bout de 15 minutes. Donc, quelques recommandations en vrac pour la conduite en hiver en voiture électrique. Comme ça vient d'être dit, préchauffer la voiture lorsque c'est possible. Quand elle est branchée, donc le matin avant de partir, vous mettez la voiture à préchauffer.
Comme ça, c'est de l'énergie qui sera prise sur votre maison et qui ne sera pas prise sur la batterie. Parce que la batterie froide, et ne serait-ce que chauffer l'habitacle, ça consomme de l'énergie. Et sur les premiers kilomètres, c'est assez important. La gestion du chauffage, privilégier encore une fois, pour les voitures équipées, privilégier les sièges chauffants et les volants chauffants. Ça consomme peu. Oui. Le volant et puis chauffant. avoir le pied un peu léger, quoi. Le volant chauffant, je trouve que je l'ai plus, mais je l'ai eu. Je trouve que c'est un vrai confort. On a souvent les extrémités qui sont froides et le volant chauffant, moi, je vous conseille vraiment. Prenez l'option. Voilà, clairement, j'essaierai de l'avoir sur ma prochaine voiture. C'est un réel confort l'hiver. Oui, moi je l'ai là sur le modèle Y. C'est comme tous ces trucs de confort, on s'y fait très très bien. Oui, très vite. Autre recommandation, et ça c'est vrai pour toutes les voitures, c'est pas que les électriques, mais vérifier la pression des pneus. Ouais. Avec le froid, l'air se contracte, donc la pression des pneus a tendance à baisser. Et donc, n'hésitez pas à vérifier la pression des pneus, voire surgonfler un petit peu, parce que ça diminue la consommation. D'une manière générale, mais à vérifier en hiver, parce qu'avec le froid, la pression baisse. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus Si possible, laisser sa voiture dans son garage, quoi, pour éviter qu'elle Oui, ça trop. c'est voilà, mais c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir un garage. Voilà, exactement. C'est pour ceux qui se garent chez eux et se chargent chez eux. L'idéal, c'est bien sûr de laisser la voiture à l'intérieur pour que la batterie ne se refroidisse pas trop et de préconditionner avant de partir. Voilà les quelques recommandations. Juste un petit mot sur les mythes et légendes de voitures électriques. Donc, c'est l'édition 2026 qu'on est en train de finaliser. Donc, la version téléchargeable en PDF sera disponible très bientôt sur le site de la Fauve et le livre sera disponible à l'impression, donc en version papier, sera disponible également, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Et ça sera disponible sur les plateformes type Amazon, Fnac et compagnie. Et en digital, du coup? Pardon? Et en digital? En digital, sur le site de la Fauve. Là, sur le site de la Fauve. Et du coup, téléchargeable gratuitement. Téléchargeable gratuitement, la version imprimée sera payante. Ça serait sympa, ça, de pouvoir proposer ça aux constructeurs, non? Ça peut être quelque chose qu'on peut. Je vais en parler, tu vois, parce que malheureusement, dans le monde de l'automobile, les mythes sur les vendeurs automobiles, sur l'électrique, ce ne sont pas des mythes. Hein. Maintenant, je peux en parler, parce que je comprends mieux pourquoi certains ne sont pas du tout chauds, surtout en cette saison, pour vendre des véhicules électriques. Peut-être qu'ils devraient lire ce fameux bouquin, qui est très intéressant. Bon, on espère. Alors, le site Fauve, je le précise, ffauve.org. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, il vaut mieux le rappeler. Ah, super. Eh bien, merci messieurs. On arrive à la fin de cet épisode riche. Oui. J'espère qu'on n'aura pas été trop long pour ceux qui nous écoutent. Merci Pascal, merci Alexis, merci Loïc. Avec plaisir. Ça faisait plaisir d'avoir de nouveaux visages, de nouvelles voix aussi pour cet épisode, même si c'est toujours appréciable d'entendre certains, comme Pascal qu'on a déjà entendu. Écoutez, merci pour votre énergie, votre expertise, votre engagement dans la communauté électrique. On se reparlera sans doute lors d'un prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute, ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Je vous dis à très bientôt, probablement au mois de décembre, pour un nouvel épisode. Comme je l'ai teasé tout à l'heure, on parlera sans doute encore une fois du défi 24 heures en VE, les 1000 km avec Vince. On va lui souhaiter de pouvoir nous rejoindre. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.